Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous sommes le mardi 24 octobre 2023. On est ensemble en direct sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Alors Canal Algérie et toute la télévision algérienne apportent son soutien à la cause palestinienne à travers ses programmes. Et aujourd'hui dans l'émission, nous allons parler des droits des enfants bafoués en Palestine avec Wahida Selimchif en fin d'émission dans sa rubrique Wisher. Le reste de l'émission reste toujours dans les droits de l'enfant. La santé fait partie de ces droits-là et nous allons en parler à travers les UDS, unités de dépistage et de suivi. La santé scolaire, on en parle pendant le débat. Et conseil pratique, aujourd'hui, on parlera de l'énurésie. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça sera dans le conseil pratique. Voilà le programme en tout cas qu'on vous propose aujourd'hui dans l'émission Ma famille, ma vie. Restez avec nous. Voilà, on s'est installé, nos invités se sont installés aussi et aujourd'hui on va parler de santé scolaire. Le thème du jour, les UDS, l'accès à la santé scolaire. Si ce thème vous parle, si vous avez envie de poser des questions, témoigner des informations, une seule chose vous reste à faire, c'est de composer le numéro qui s'affiche en bas de votre écran et le suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. On se fera en tout cas un plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dr Sabah Habada. Vous êtes généraliste et vous êtes chargé du programme de la santé scolaire au ministère de la Santé. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Oui, bien sûr, oui. Je voudrais appuyer l'importance de ce sujet, surtout que la santé scolaire couvre un quart de la population, c'est très important. Exactement. Et donc, le fait d'avoir des enfants en bonne santé, ce sont des adultes sains à la fin. Voilà. Et des adultes sains, c'est-à-dire on va prévenir pas mal de maladies. Et en même temps, c'est-à-dire à court terme, ce sont des enfants qui réussissent mieux, qui arrivent à se concentrer à l'école, qui ont une meilleure performance. Voilà, une meilleure prise en charge des enfants voilà, pour un meilleur avenir. On va continuer à en parler. Avec nous aussi, docteur Tahar Taibi, vous êtes dentiste et toujours chargé du programme de santé bucco-dentaire au niveau du ministère de la Santé. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous, merci pour l'invitation. Bon, ce qui dénote surtout l'intérêt que votre chaîne porte à certains thèmes, essentiellement surtout la santé de notre population. Et parmi cette population, comme vient de le souligner ma consoeur, un quart de la population, c'est pratiquement 11 millions d'enfants qui vont à l'école, au collège ou au lycée. Donc, s'intéresser et bien se concentrer sur leur bien-être physique, mental et bucco-dentaire est un devoir de tout médecin et le ministère de la Santé se fait un devoir de s'intéresser à travers ce programme qui a été érigé pour s'occuper et prendre en charge les affections qui sont dépistées au niveau des UDS ou bien au niveau des écoles. Voilà. Très bien. Alors justement, quel est le rôle? On va expliquer pour peut-être les personnes qui ne connaissent pas réellement le rôle des unités de dépistage et de suivi. Quel est leur rôle exactement, docteur? Le rôle de avant unité de soins et de dépistage, unité de dépistage et de suivi. Donc, ce sont des unités qui se trouvent au niveau soit des écoles ou à proximité des écoles, parfois au niveau des structures de santé. Le rôle, c'est-à-dire il y a une équipe de santé scolaire, elle est faite de médecins, dentistes, psychologues, orthophonistes, infirmiers et c'est-à-dire assistantes médicales, assistantes dentaires, etc. Le rôle de l'équipe, c'est de dépister certaines pathologies chez les enfants scolarisés, c'est-à-dire en primaire, CEM ou bien, c'est-à-dire et lycée, voilà, bien évidemment. Et aussi, mais aussi non seulement le dépistage, on a la vaccination, on a le suivi et on a aussi l'éducation pour la santé.
Alors, c'est quoi l'éducation pour la santé? Ce sont des thèmes, c'est-à-dire d'actualité, c'est-à-dire à chaque fois on les réactualise pour que l'enfant sache, par exemple, c'est quoi, c'est-à-dire avoir une bonne hygiène de vie, c'est quoi avoir, c'est-à-dire comment se laver les mains, comment se brosser les dents. Ce sont des séances programmées au niveau des écoles et il y a des intervenants, médecins, dentistes. C'est-à-dire c'est toute l'équipe qui se déplace pour apprendre aux enfants les bonnes mesures d'hygiène. Les bonnes mesures d'hygiène pour tous les enfants, pour leur expliquer Voilà. ce que c'est que peut-être une infection, une maladie, autre chose. Oui, docteur. Comme vient de le souligner ma consoeur, bon, une UDS, c'est pratiquement une unité de soins qui se trouve au niveau de l'école. Au niveau d'une école, mais bon, pas toutes les écoles parce que ce serait vraiment impossible à réaliser. Donc, une UDS, elle chapeaute ou elle prend en charge un ensemble d'établissements qui se trouvent dans la circonscription de cette unité de dépistage. Par exemple, dans un lycée et aux alentours, les écoles avoisinantes sont prises en charge, c'est-à-dire sur le plan dépistage, prise en charge et éducation pour la santé, par l'équipe qui est active dans cette unité de dépistage et de suivi. Donc, bon, je rebondirai sur le volet bucco-dentaire, bien sûr. Donc, donc il y a pratiquement, ce sont pratiquement les mêmes étapes. Il y a le dépistage, c'est-à-dire la visite, le dentiste, bon, il reçoit ou il passe regarder la bouche des enfants. Et puis, quand il y a des caries ou il y a des gingivites, parce qu'il y a pas que la carie dentaire, il y a les gingivites, c'est-à-dire les inflammations de la gencive, il y a les parodontites, ce sont les inflammations du ligament qui soutient la dent, c'est le tissu de soutien qui soutient la dent, parce que quand ce ligament est enflammé, fragilisé, c'est la dent qui devient mobile, qui se déchausse et qui mais ça peut arriver même chez les enfants. Pourquoi pas? D'accord. Oui. Moi, je pensais que le déchaussement, c'est pas avec l'âge, c'est pas avec l'âge. Moi, je pense que c'est plus avec l'hygiène bucco-dentaire. C'est pour ça que le programme de santé bucco-dentaire donne la part, c'est-à-dire il donne la part du lien aux séances de brossage que les enfants scolarisés doivent acquérir, et ça devrait devenir un réflexe, c'est-à-dire dans notre hygiène de vie, dans notre hygiène de vie, dans notre quotidien, au moins se brosser 1 à 2 fois par jour, au moins. Disons, au moins ça. Voilà. Au moins ça. Parce qu'une bouche, c'est-à-dire malsaine, c'est-à-dire une bouche où il y a des bactéries, où il y a des aliments, et quand la personne, je parle d'enfant ou adulte, c'est-à-dire ça peut toucher toutes les franges de la société. Donc, si une bouche n'est pas saine, donc c'est-à-dire les bactéries auront toute la latitude de proliférer et de faire des dégâts qui pourraient être même parfois irréversible, comme je viens de vous le dire. Quand la dent elle est fragilisée, devient mobile, elle est appelée à être extraite, donc c'est une perte. Voilà. Et une dent perdue, voilà. C'est malheureux. Oui, c'est malheureux. Donc le programme de santé bucco-dentaire, bon, on a dit il y a le dépistage, et puis une fois qu'une carie ou un problème est dépisté, il y a une orientation vers l'UDS. Justement, l'orientation, comment que ça se passe? Est-ce que vous orientez tout simplement en envoyant, par exemple, vous informez les parents, ou il y a un suivi qui se fait après? Donc l'enfant est orienté vers un établissement bien précis où il doit suivre des soins et avoir un retour après cela. Bien sûr. Pour les soins dentaires? Pour les soins dentaires et même pour les soins médicaux. Avant de répondre à la question, comme c'est-à-dire l'a si bien expliqué mon confrère Dr Taibi, il s'agit pour les UDS, une UDS couvre, c'est-à-dire dans la loi, ça couvre 4000 élèves. Mais par insuffisance de structure, etc., donc une UDS peut couvrir plus de 4000 élèves, elle peut arriver jusqu'à 20 000 élèves. Voilà, c'est juste pour savoir ça. C'est très important de le savoir. Et pour le suivi, en fait, quand l'enfant est dépisté par nos équipes dépistent sur plusieurs pathologies, c'est-à-dire notre cardiaque, endocrine, obésité, surpoids, problèmes urinaires, etc. Après, s'il y a un problème qui révèle de la spécialité, ils sont orientés. Normalement,
ça devrait exister les UDS de référence ou des circuits de prise en charge qui sont en train de s'installer. C'est-à-dire surtout qu'il y a une instruction qui est en cours et en vigueur. Donc c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Il y a quelques UDS de référence. Dans certaines wilayas, dans la wilaya d'Alger, mais ce n'est pas encore systématisé. Donc les parents, quand ils viennent, c'est-à-dire en général, les médecins convoquent les parents. Quand ils trouvent quelque chose au dépistage, ils convoquent les parents ils viennent. Ils sortent avec leur lettre d'orientation vers la consultation spécialisée et il y a le retour, c'est-à-dire de l'information de la part du spécialiste ou c'est-à-dire la prise en charge. Voilà ce qu'il y a lieu de faire. Donc il y a un retour et un suivi tout à fait. Très bien. Parce qu'en général, il y a une prise en charge. Bon, il y a certaines pathologies qui peuvent être prises en charge au niveau de l'UDS par le médecin qui les a déjà dépistées. Donc il convoque l'enfant. Au niveau de l'UDS avec ses parents, parce que les parents peuvent répondre à certaines questions. Donc, certaines pathologies peuvent être prises en charge sur place, mais dans le cas où l'enfant, ou la pathologie ou l'affection relève de la spécialité, donc le médecin, il rédige une lettre d'orientation vers le spécialiste et après consultation spécialisée, il y a un retour d'information ou le feedback donc pour que ce médecin suive l'évolution de la santé de cet enfant. Et justement, quelles sont les affections les plus fréquentes? Les plus fréquentes, c'est-à-dire ce qu'on a vraiment noté, c'est la baisse de l'acuité visuelle et l'obésité. Deux entités vraiment, c'est-à-dire surtout l'obésité, avec les 2 ans de Covid, des sédentarités, ça augmente, une nette augmentation, et le problème de baisse d'acuité visuelle, qui constitue vraiment un très grand problème, parce que parfois les parents, ils n'arrivent pas à acheter les lunettes, c'est-à-dire surtout pour les élèves démunis, etc. Et là, on est en train d'étudier un circuit de prise en charge, c'est-à-dire de l'UDS vers la spécialité et pourquoi pas un éventuel remboursement de ces lunettes. C'est très important. C'est quand même assez coûteux les lunettes et c'est important, la vue est importante. Quand un père de famille qui gagne, c'est-à-dire je ne sais pas combien, et il a 3 enfants porteurs de lunettes, ça revient cher quand même. Avec les cadres, la correction, la consultation. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser les enfants et les parents aussi sur l'hygiène de vie aussi. Voilà, avec les écrans. Les écrans, voilà, ce que je voulais dire. Avec la technologie d'aujourd'hui, on est tout le temps rivé sur nos écrans, que ce soit téléphone ou alors tablette, portable ou autre. Il y a certaines habitudes qui se sont imposées dans la société moderne et qui retentissent, dont le retentissement est important sur la santé des citoyens, enfants ou adultes, parce que normalement, on est appelé à nous mouvoir, à bouger, à bien manger, manger sain et à des heures fixes, pas n'importe quand. C'est-à-dire que cette histoire de grignotage ou cette histoire de lunja, comme on appelle ça, parce que c'est vraiment... Le goûter, il faudrait vraiment sensibiliser par rapport au goûter. Il faudrait que ce soit quelque chose de ciblé, quelque chose de sain, pas n'importe quoi, pas n'importe comment. Et puis, ne pas oublier qu'après chaque repas, je reviens toujours au brossage parce que c'est plus qu'important. L'enfant doit acquérir ce réflexe. Et les parents doivent servir d'exemple à leur enfant, ou bien parce que l'enfant, il suit, il a pour exemple sa maman et son papa. Donc il faudrait que nous, parents, soyons le bon exemple pour nos enfants et pour leur éducation. Pas seulement l'éducation sociale ou l'éducation comment, c'est-à-dire en gros, mais l'éducation pour sa santé aussi, elle relève de nos prérogatives, de nos devoirs. Exactement, voilà. C'est le devoir des parents d'apprendre à se brosser les dents aux enfants et ça commence normalement dès la naissance déjà pour nettoyer le palais. Ensuite, dès qu'il y a une petite dent, on commence quand même à la nettoyer. Bien sûr. Et comme ça, l'enfant, je pense, acquérera cette habitude. C'est comme l'habitude d'aller s'asseoir pour manger, boire de l'eau ou autre chose. Ça sera une habitude. Logiquement, j'ai fini de manger, je dois me brosser les dents. C'est un rituel qu'il faut appliquer et il faut que les parents soient sensibilisés il faut que ça devienne vraiment c'est-à-dire
une habitude qui s'installe dans nos mœurs, c'est-à-dire on n'a pas besoin de le demander ou c'est-à-dire de le réveiller pour lui dire va te brosser les dents avant de dormir. Normalement, c'est à lui ça va devenir un réflexe naturel. C'est à lui de dire non, on n'a pas brossé les dents. Exactement. Voilà. Et il y a des enfants, qui font la remarque. Qui font la remarque et qui, même eux, c'est-à-dire, ça s'est inversé, c'est des enfants qui servent d'exemple à leurs parents. Oui, tout à fait. Vous avez parlé de... Oui, allez-y. Surtout par rapport au repas sain. Les enfants demandent à leurs parents de leur donner un goûter sain. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est l'importance de la sensibilisation. Voilà, ça fait partie de l'éducation sanitaire que vous... oui, c'est ce qu'on fait au niveau de la santé scolaire. Donc, on sensibilise sur le repas sain, en général l'alimentation saine, des séances, c'est-à-dire en plénière, dans les cantines, sur les repas sains. Même, on fait des ateliers avec les enfants. C'est interactif, ils posent des questions. Ça se passe à merveille. D'ailleurs, les enfants adhèrent très très bien. Vous allez peut-être convoquer les parents pour faire une séance avec les parents aussi. Ah oui, pourquoi pas. Oui, mais ils peuvent assister aussi s'ils veulent. Ah bon? Oui, bien sûr. Ah bah c'est bien sûr. Si les parents peuvent assister aussi pour être informés, parce qu'au final, c'est qui met le goûter dans le sac de l'enfant? C'est le parent, c'est la maman ou le papa aussi. Ou le papa, oui. Donc du coup, si l'enfant est sensibilisé, est informé, si le parent ne l'est pas, ça va pas. Voilà. Il peut donner l'information à la maman, mais bon, ça serait bien aussi de sensibiliser les parents par rapport à ça. En parlant de surpoids, donc vous avez dit que c'était le surpoids et l'acuité visuelle, mais je pense que la carie dentaire, fait des ravages aussi. Oui, elle fait des ravages, et puis bon, c'est un phénomène mondialement reconnu c'est-à-dire la carie, bon. Une des dernières livraisons de l'OMS parle, c'est-à-dire que la carie, elle classe la carie comme la première affection qui touche la population mondiale. Oui. Et puis, j'ai lu que le phénomène carieux, c'est-à-dire si on englobe les 5 principales maladies non transmissibles comme les cancers, comme l'hypertension, le diabète, les maladies respiratoires et ainsi de suite. Oui. C'est-à-dire la somme de toutes ces pathologies, c'est le tiers du chiffre de la carie dentaire. D'accord. C'est le tiers. C'est-à-dire si on rajoute, c'est-à-dire la somme de toutes ces maladies n'égale pas le tiers de la carie dentaire au niveau mondial. Et bon, donc, c'est-à-dire que ce phénomène, la sonnette d'alarme est tirée pour le monde entier, exactement, et surtout pour les enfants aussi. Oui. Alors ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage de notre collègue Yassine Ait Belkacem, qui est parti justement au niveau d'une unité de dépistage et de suivi. On revient tout de suite après. Hana, élève en 2e année du cycle secondaire, passe sa première visite médicale, prise en charge par l'unité de dépistage et de suivi UDS de son lycée Ammar Hassim à Alger. Hana est déjà répertoriée dans le fichier. L'assistante se charge de tirer son dossier. Première consultation chez la généraliste. Alhamdulillah. Ça va? Alhamdulillah. Très bien. Vous êtes en 2e année. L'UDS, on fait beaucoup plus de la prévention. On fait aussi de la sensibilisation. Bien sûr, on dépiste beaucoup plus les maladies chroniques, les maladies aiguës aussi. On dépiste des fois des maladies cardiaques par rapport au souffle qu'on trouve. On retrouve des maladies thyroïdiennes, l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie. On recherche aussi les scolioses. On essaie de déceler cette maladie qui est chronique, bien sûr, avec le temps, avec l'âge. 2e étape, passage obligatoire chez la spécialiste bucco-dentaire, intégrée dans le programme national de santé en milieu scolaire. La consultation se porte sur les caries et les gingivites. Notre rôle, c'est de dépister les caries, les dents à extraire, l'état gingival de la patiente, cibler ces dents-là et de convoquer le malade dans le but de soigner ces caries et d'extraire les dents qui sont atteintes.
L'unité de dépistage et de suivi a également pour mission de prendre en charge 2 autres paliers, le cycle primaire et l'enseignement moyen. Et c'est Adam que nous avons rencontré, un jeune élève qui présente des troubles phobiques. La santé scolaire, c'est de prévenir quelques troubles et qui peuvent se développer et devenir quand même stables à un certain âge. En matière de rattrapage de vaccination, il est procédé chaque année dès la rentrée scolaire. On a la vaccination chez l'enfance, on a le DTC, diphtérie, tétanos, coqueluche et la polio injectable. Ça, c'est dans un seul vaccin, c'est-à-dire il est unidosé. Et on fait aussi les premières AM, on a le DT polio, la diphtérie, tétanos et la polio orale. Et la première AS, c'est la diphtérie et tétanos, c'est le DT, c'est le dernier vaccin. Le but de l'UDS est d'aider les élèves à se développer de manière équilibrée, à la fois préventif, curatif et éducatif. Cependant, les praticiens qui activent dans les unités de dépistage et de suivi souhaiteraient voir les unités de dépistage se développer davantage afin de mieux prendre en charge les enfants scolarisés dont le nombre ne cesse d'augmenter. Voilà, c'était un reportage de Yassine Yanis. Voilà, on a vu en général de quoi s'occupent les unités de dépistage et de suivi. Et justement, on a vu dans le reportage, concernant la santé mentale à l'école, elle est prise en charge par le suivi par un psychologue scolaire. Oui, tout à fait. La santé, il n'y a pas de santé sans santé mentale. C'est un bien-être physique et mental. La santé mentale, elle est prise en charge par des psychologues et des orthophonistes. Ils sont au niveau de l'UDS avec l'équipe de santé scolaire. Donc, quand le médecin fait son dépistage, il voit qu'il y a des enfants qui ont c'est-à-dire des troubles, ou ce sont les enseignants qui se plaignent d'hyperactivité ou d'autres troubles constatés. Donc, il est orienté vers la psychologue, ou s'il a des troubles du langage, ou le retard, ou bien des soucis de langage. Donc, il est orienté vers une orthophoniste qui va corriger tous ces troubles, qui va s'occuper de l'enfant jusqu'à la disparition des troubles. Elle va l'accompagner pendant toute, c'est-à-dire l'évolution, l'évolution de ce trouble. Et comme il y avait dans le reportage, il avait un trouble phobique, etc., il est pris en charge par la psychologue. Et elle va trouver, elle va bien, c'est-à-dire chercher après, c'est-à-dire elle va convoquer les parents, elle va faire tout un interrogatoire pour comprendre, c'est-à-dire l'environnement de cet enfant. D'où vient cette phobie? D'où vient cette phobie? Et après, elle va mettre, c'est-à-dire une thérapeutique, c'est-à-dire elle va mettre son diagnostic, une thérapeutique pour, c'est-à-dire amener cet enfant à un état normal et vaincre cette phobie, par exemple, dans le reportage. Et pour les enfants à besoins spécifiques, justement, comment se passe leur consultation? On sait très bien que, par exemple, les enfants autistes, par exemple, pour faire une consultation médicale seulement, pas forcément une consultation avec l'orthophoniste ou autre, il faut quand même le mettre en condition, il faut l'accompagner. Est-ce que pour ces consultations, on appelle les parents, ou est-ce qu'il y a la psychologue qui est systématiquement présente pour faire les consultations? Comment que ça se passe en réalité? En fait, pour les enfants autistes, c'est un système très spécifique. C'est-à-dire, l'enfant autiste, quand il y a des enfants autistes qui vont à l'école, il y a des enfants autistes qui vont dans des centres spécialisés. Oui, là, on parle de l'école. Voilà. Pour les enfants autistes qui vont à l'école, ce sont des enfants qui ils sont intégrés dans des classes normales avec des auxiliaires, soit seuls ou avec des auxiliaires, ou des enfants qui sont dans des classes spéciales. Alors, dans les classes spéciales, il y a systématiquement une orthophoniste ou une psychologue avec une éducatrice spécialisée. Et ces enfants, ils ont leur, c'est-à-dire au niveau de la classe, ils ont leur psychologue et orthophoniste, et en même temps, elle est supervisée par la psychologue elles sont supervisées par la psychologue de santé scolaire qui vient, qui s'assure du bon déroulement, c'est-à-dire s'il y a des problèmes, elle intervient. Pour les consultations qui se font au niveau de l'UDS, ils se font bien sûr en présence des parents
C'est-à-dire les parents, ils sont convoqués avec l'enfant. Il y a c'est-à-dire une partie de la consultation, elle se fait avec le parent, une partie avec l'enfant seul. Voilà. Très bien. Pour mieux le cadrer, en fait. Voilà. Très bien. Vous voulez réagir? Non, c'est bon. Donc, quand on a parlé des enfants à besoins spécifiques, donc c'est pour les enfants à besoins spécifiques en général, est-ce que les enfants eux-mêmes ou leur enseignant peut demander une consultation exceptionnelle s'il remarque quelque chose ou si on voit que l'enfant ou si c'est l'enfant directement qui demande à voir le médecin, comment que ça se passe? Est-ce qu'il peut être dirigé directement vers bien sûr, le médecin? Oui, bien sûr. Dès que l'enseignante remarque quelque chose, elle va directement vers la directrice et la directrice, elle contacte le médecin de santé scolaire ou bien la psychologue de santé scolaire et elle intervient. D'accord. La prise en charge, elle est immédiate. Oui, immédiate. Oui. C'est-à-dire que cet enfant, enfin, si l'enseignant ou l'enseignante remarque ou signale un comportement qui lui paraît inhabituel c'est-à-dire ou un problème qui surgit, c'est-à-dire le contact est vite pris avec le médecin ou bien le psychologue de l'UDS concerné et la prise en charge elle est hyper rapide. D'accord. Et concernant les soins bucco-dentaires, donc on a parlé de la carie, de la gingivite, on l'a vu même dans le reportage. Quand il s'agit on va dire, d'ODF, par exemple. Orthopédie, dentofacial, de malposition, quand il y a des malpositions. Est-ce que c'est pris en charge aussi ou est-ce que vous orientez seulement? Comment que ça se passe? C'est-à-dire l'ODF, c'est quelque chose, c'est-à-dire surtout pour quand c'est un enfant, c'est-à-dire il est en pleine croissance, c'est-à-dire il faut pas se tromper c'est-à-dire de thérapeutique. Bon, le diagnostic, on peut le poser, mais il y a certains actes que seul le spécialiste peut faire et peut réaliser. Donc le généraliste, bon, peut-être qu'il peut faire ce qu'on appelle des gouttières, ou c'est-à-dire des petits appareils, c'est-à-dire dont le retentissement est bon, il est facile, si vous voulez. C'est-à-dire quand le plan de traitement est à sa portée, il peut agir. Mais quand il voit que c'est quelque chose, en général, c'est l'orientation vers le spécialiste. Et voilà. C'est-à-dire que nous sommes en train de réfléchir justement comme il a été signalé tout à l'heure, pour les réseaux de prise en charge, c'est-à-dire intégrer les spécialistes ODF dans certaines unités de dépistage et de suivi pour la prise en charge, parce que c'est déjà un traitement lourd sur le plan financier. Oui, exactement. Et puis, c'est-à-dire l'enfant... Lourd même pour l'enfant, sur le côté psychologique déjà. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, sur le plan financier, et sur le plan social, sur le plan intégration, c'est-à-dire à la société, ou pour son développement naturel et psychologique. L'enfant, c'est-à-dire aimerait bien que sa bouche soit comme celle de ses camarades. Donc, on voit déjà que, c'est-à-dire déjà par rapport à une certaine période, on voit beaucoup d'enfants qui sont appareillés. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un éveil des consciences par rapport à ces problèmes. Donc, nous sommes en train de réfléchir à la meilleure parade possible pour essayer de prendre en charge le maximum d'enfants présentant des problèmes d'ODF. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. D'accord. Alors, vous avez, dans le cadre du dépistage, vous avez des visites périodiques bien spécifiques à une certaine période. Comment que ça se passe? Comment ces consultations sont fixées dans le calendrier de l'année? Oui, docteur Abada. Ces visites, c'est vrai que c'est fixé durant le calendrier. Comme cette fois-ci, nous avons commencé par la vaccination, enfin dépistage. On s'est concentré sur la vaccination de la première année primaire. Et de ce fait, on a commencé le dépistage de la première année primaire. En fait, on a des classes cibles. On a des classes cibles, c'est-à-dire, c'est vrai, on visite les classes cibles, mais sans occulter les autres. C'est-à-dire, toute pathologie doit être dépistée et suivie, bien sûr. Donc, on commence le dépistage, ensuite la vaccination, et en même temps, c'est l'éducation l'éducation pour la santé qui se fait soit en séance individuelle ou
c'est-à-dire collectif. Oui. Voilà, avec toute Donc, la classe. oui, c'est un programme, c'est-à-dire en fait c'est un programme qui est tracé par l'équipe de santé scolaire, c'est-à-dire l'équipe de l'UDS qui est transmis Oui. au directeur des établissements concernés. Donc par exemple il n'y a pas sauf s'il y a changement de dernière minute qui peut arriver aussi, mais en général c'est un programme qui est transmis aux écoles concernées. Donc par exemple cette semaine, j'ai tant d'écoles, tant d'élèves, telles écoles. L'autre semaine, je programme d'autres. Donc, c'est-à-dire le directeur de l'établissement est au courant du passage du médecin, donc, ce qui est normal. Bien sûr. Et puis, à chacun son tour. Et puis, comme vient de signaler ma consoeur, il y a des classes cibles pour chaque programme. C'est-à-dire que le dépistage systématique ne concerne pas tous les élèves parce que ce serait vraiment beaucoup trop. Donc il y a des classes, il y a des paliers cibles, comme il y a des paliers cibles aussi pour la vaccination. C'est pas tous les paliers qui sont concernés. Il y a la première année primaire, moyenne et secondaire. Pour la vaccination, oui. Pour le dépistage, il y a des classes cibles aussi. Sauf que pour ce qui est de la prise en charge, tout enfant a le droit d'être pris en charge à tout moment. D'accord. Voilà, c'est son droit, comme vous l'avez si bien dit pour lancer l'émission, le droit de l'enfant, parmi ses droits, c'est la santé. Le droit à la le santé. Droit à la santé. Voilà. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Alors, vous voulez rajouter quelque chose? Oui. J'ai rien à rajouter. En fait, il a tout dit. C'est ça. Voilà. C'est le droit. C'est le droit de l'accès à la santé. C'est important pour les enfants d'accéder à la santé et surtout d'être en bien-être physique et mental. C'est très important. Oui. C'est-à-dire le bien-être physique et mental. On arrive à ce point, c'est qu'on aura cet enfant, il sera un adulte sain et en même temps de meilleures performances. Sur le côté éducation, c'est une meilleure performance. Il aura une meilleure performance. Alors aussi je voulais justement vous poser la question par rapport à la rentrée scolaire. Elle est marquée aussi par une autre infection, on va dire. Ça va un peu dégoûter peut-être certains. C'est par exemple par rapport au pouls. Est-ce que vous dépistez? Est-ce que vous faites des campagnes? Comment que ça se passe en classe? Parce que on sait très bien que la rentrée scolaire veut dire aussi la rentrée pour les poux. Oui, en fait, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de cas de poux. En fait, comment on le fait, le dépistage est simple, c'est-à-dire il suffit d'examiner, de vérifier c'est-à-dire le cuir chevelu. Ouais. Donc c'est vrai que la majorité des classes de primaire ont beaucoup de poux. Et de ce fait, à chaque fois, c'est la sensibilisation, la conduite à tenir, ce qu'il faut faire. Et ça part très vite, ça contamine, ça part dans tous les sens en fait. Oui, c'est un peu difficile de dire à des enfants, ne te colle pas trop à ton ami ou ne partage pas ton écharpe ou autre chose. C'est vrai que c'est pas toujours évident avec les enfants. Oui. Voilà. Mais mettre l'accent surtout sur l'hygiène corporelle et alimentaire aussi. Voilà. C'est surtout, c'est-à-dire que l'enfant, quand il acquiert certains réflexes, comme se laver les mains avant de manger ou se laver les mains le plus souvent possible. Après chaque activité, même après passage au sanitaire, voilà. Donc tous ces gestes doivent devenir une seconde nature, tout simplement. Oui, tout à fait. Pour nous, ça peut paraître normal et on n'a limite pas besoin de le dire, mais pour les enfants, ils doivent apprendre tout cela dès leur jeune âge, avoir les bons réflexes pour être en bonne santé. Parce que ça évite pas mal de problèmes de santé, qui peuvent après devenir de véritables obstacles pour son développement, pour son épanouissement. Pour sa scolarité aussi. Alors que des gestes simples, comme se laver les mains avant de manger ou autre. Se laver les dents après avoir mangé. Comme je viens de vous le dire, c'est des gestes simples qui peuvent avoir un retentissement énorme sur la santé de nos enfants.
Merci à encore, vous. docteur Taha Taibi. Vous êtes dentiste et chargé du programme de santé bucco-dentaire au niveau du ministère de la Santé. Merci pour avoir participé au débat de l'émission. Alors, docteur Abeda, vous restez avec nous. Pour la deuxième partie, nous allons parler d'un conseil pratique de l'énurésie que vous diagnostiquez aussi Oui, au niveau des c'est parmi unités les de dépistage. affections, tout à fait, c'est parmi les affections qu'on reçoit souvent comme motif, c'est-à-dire de la part des mamans. Elles viennent, elles nous disent que jusqu'à présent, le petit n'a pas, ou la petite, elle n'a pas acquis son autonomie sphinctérienne la nuit. Oui, Voilà. oui. Donc on va en parler dans un petit moment, dans la deuxième partie de l'émission consacrée aux rubriques et Wicher avec Wahida Selmchif, juste après ceci. De retour sur le plateau de Ma Famille, Ma Vie pour la deuxième partie consacrée aux rubriques. Elle nous a rejoint. Wahida Selmchif, bonjour. Bonjour Mounia. Ça va? Alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, dans Wicher, tu vas nous parler des droits des enfants et surtout des droits des enfants qui sont bafoués en Palestine. Parce qu'on en parle depuis quelques jours, malheureusement, vu ce qui se passe en Palestine. Et souvent, nous, les Algériens, beaucoup plus, on adore la Palestine, on la soutient, mais on parle beaucoup d'enfants parce qu'ils vivent une situation exceptionnelle et cruciale et malheureuse aussi, triste pour nous. Donc, on peut choisir tous les mots pour décrire, mais on ne va jamais arriver à décrire la situation actuelle. Oui. Et on a croisé, en fait, avec l'équipe, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il faudra rappeler les droits de l'enfance parce qu'on a tendance à les ignorer. Voilà, exactement. On va le rappeler tout à l'heure dans ta rubrique Wicher en fin d'émission. On reste surtout toujours dans la santé avec vous, docteur, et on va parler d'un conseil pratique de l'énurésie juste après ceci. Alors l'énurésie, on parle depuis tout à l'heure de l'énurésie. L'énurésie est égale à pipi au lit. Voilà, pour que les parents comprennent aussi, pour ceux qui nous voient, qui ne comprennent peut-être pas le mot, comprennent que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors justement, comment se fait le dépistage à l'école quand ce n'est pas le parent qui vient vous le dire ou autre chose, parce qu'un enfant aura du mal à dire à un adulte que voilà, peut-être qu'il a un problème d'incontinence. Oui, en fait, ce n'est pas un problème d'incontinence, c'est l'autonomie qui n'est pas encore acquise, mais ça peut être un problème d'incontinence. Vous avez entièrement raison, parce que si l'enfant il se retient toute la journée, il ne veut pas aller dans les toilettes de l'école, c'est parfois parce qu'elles ne sont pas propres, parfois parce que les mamans, non, tu vas attraper des infections, n'y va pas. Et là, il va avoir un grand problème. C'est le problème d'infection urinaire et parfois, les enfants sont arrivés à des problèmes vraiment encore plus graves, à des insuffisances rénales à cause de ça. C'est-à-dire, l'enfant, il prend des quantités restreintes d'eau pendant la journée. Donc il ne s'hydrate pas convenablement. Et là, pour ne pas aller aux toilettes, ou bien il se retient. Et là, c'est encore un problème. Et donc, il se retrouve avec ce problème d'incontinence. Parfois, il fait même pipi dans la classe, c'est-à-dire dans la classe. Et là, c'est les enseignantes qui interviennent et tout. Mais on revient à l'énurésie. En fait, pour les parents, pipi au lit, il s'agit d'une émission d'urine involontaire pendant le sommeil. Il y a des enfants qui ont un sommeil paradoxal. Il n'arrive pas à se réveiller. C'est-à-dire, il rêve parfois qu'il a fait pipi dans les toilettes. Mais finalement, c'est au lit. Il y a des enfants qui ont des petites vessies. C'est-à-dire, ce sont des enfants, en fait, qui n'ont jamais acquis l'autonomie sphinctérienne la nuit. Parce que l'autonomie, elle passe par des étapes, avant 12 mois. Justement, vous demandez à quel âge, justement, ça devenait problématique. Je vais vous expliquer. Oui. Donc, avant l'âge de 12 mois, en fait, le bébé, le nourrisson, c'est-à-dire, il ne connaît pas, c'est-à-dire, ce jeu sphinctérien, et pour lui, c'est tout à fait ça. Il n'a même pas la sensation d'être mouillé. À partir de 12 mois, il va ressentir le fait d'être mouillé. Peut-être ressentir une gêne. Voilà, ressentir une gêne. Et c'est là où ça commence. Et c'est le rôle de la maman de mettre bébé au pot. C'est ça. C'est là où l'autonomie, en fait, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage.
apprentissage, le met au pot, il commence à apprendre son autonomie. C'est quoi ça? C'est pipi. Maman, j'ai pipi, je regarde, j'ai fait, bravo. Il faut toujours encourager l'enfant. L'enfant, pour qu'il puisse apprendre, il faut l'encourager. Et ici, il ne faut surtout pas le punir si, c'est si un surtout accident ça. arrive. Oui, c'est surtout ça. Et en fait, le nourrisson, il peut être propre entre 2 et 3 ans durant la journée. À partir de 5 ans, l'enfant est propre la nuit. Et c'est-à-dire quand dans le cas de l'énurésie primaire, c'est-à-dire elle n'est jamais, en fait, elle n'est pas acquise. D'accord. C'est le fait d'avoir des problèmes, soit des malformations, c'est-à-dire urinaires, soit des petites vessies, soit c'est un problème hormonal, il n'y a pas l'hormone antidiurétique. C'est-à-dire il faut toujours explorer quand il s'agit d'une énurésie primaire. Primaire, ça veut dire qu'il n'a jamais arrêté de faire pipi au lit. Tout à fait. Mais après, quand c'est secondaire, ça survient en général entre 6 et 7 ans. Et là, c'est peut-être le problème, c'est-à-dire le fait de se retenir à l'école, c'est le fait d'avoir des infections. Il faut toujours rechercher ce... Et là, j'ouvre la parenthèse, nos médecins de santé scolaire, avant le début de l'année scolaire, ils font ce qu'on appelle l'hygiène et salubrité. C'est-à-dire, ils vérifient les écoles, si les sanitaires sont salubres, les cantines, etc. C'est là l'intérêt d'insister sur l'hygiène. L'hygiène, oui. Voilà. Et revenant à l'enfant, quand c'est secondaire, ça peut être accidentel. Oui, des phobies, il a peur du noir, il a vu un film peut-être, c'est-à-dire il a entendu par exemple des amis à lui ou des camarades dire des trucs qui font peur et après il n'arrive même pas, il a peur d'aller aux toilettes. Oui, voilà. C'est vrai. Oui. Et quels sont les traitements les conseils, pas vraiment de traitement parce que voilà, quels conseils on pourrait donner aux parents justement qui ont leur enfant qui souffrent de ça? Donc, pour le traitement, j'ouvre la parenthèse aussi, c'est dans les cadres, c'est-à-dire pathologiques. Pathologiques, exactement. C'est là il faut orienter, explorer et traiter. Pour l'énurésie secondaire, qui peut être accidentelle, c'est-à-dire rare, et qui peut être continue, c'est-à-dire parfois, dès que ça commence, ça ne s'arrête pas, et peut être intermittente. Il y a des périodes oui, voilà, des périodes oui, périodes non. Et dans ce cas, c'est toujours les mamans, il faut les conseiller, il faut arrêter la boisson à partir de 18h, il faut toujours encourager l'enfant, et il ne faut pas faire de diffamation dans la famille, la fratrie, il faut toujours, c'est-à-dire... Il ne faut pas montrer du doigt celui qui fait pipi au lit et dire que toi tu fais alors que les autres ne font pas, comparer ce genre de choses. Oui, parce qu'en croyant bien faire, on aggrave la situation. Ça crée d'autres problèmes psychologiques, c'est-à-dire l'enfant il va se rétracter, il va s'isoler, il va se sentir mal, et là, c'est ce qu'il ne faut pas faire du tout. D'accord. Voilà. On réveille l'enfant la nuit pour qu'il aille faire pipi ou on le laisse dormir et puis le matin on voit on si découvre. En fait, il faut y aller sur la bonne hygiène de vie. C'est-à-dire, c'est de lui apprendre à faire pipi régulièrement dans la journée, plusieurs fois par jour. D'accord. Et comme ça, il va s'entraîner. Et à partir de 18h, on diminue. arrête les boissons. Voilà, on diminue pour que l'enfant, parce qu'il y a des enfants qui prennent de l'eau juste avant de se coucher. Oui. Et de grandes quantités. C'est vrai. Et c'est là où il y a le problème, le risque d'énurésie. D'accord. Un autre conseil pour les parents peut-être? Oui, un autre conseil pour les parents, c'est toujours de consulter. Voilà. Dès qu'il y a un doute, il faut y aller vers le médecin, il faut poser la problématique, même s'il pense que c'est banal, il faut pas avoir de honte. Le médecin, il garde le secret. On est tenu par le secret professionnel. Bien sûr. Voilà. Donc, on n'a pas le droit de divulguer quoi que ce soit. Tout ce qui se passe dans la consultation, il reste entre les parents et le médecin. Et le médecin. Voilà.
et vous les orientez aussi au niveau des UDS, à l'école, pour l'énurésie aussi. Et à ce moment-là, il faut que les parents aussi prennent leurs responsabilités et conduisent leurs enfants à leur rendez-vous et aillent aussi faire le suivi médical. Tout à fait. Merci encore, docteur. Vous restez encore avec nous pour la fin de l'émission. Et tout de suite, c'est la rubrique Wichel avec Wahida Salmchef. Alors, Wahida, aujourd'hui, je vais vous rappeler les droits qui sont fondamentaux pour le bien-être, je dis bien le bien-être et l'épanouissement des enfants, de tous les enfants partout dans le monde. C'est très important de dire partout dans le monde. Exactement. Donc la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1989 énonce les droits fondamentaux dont chaque enfant devrait bénéficier. J'ai fait un petit résumé des droits d'enfant selon la Convention. On commence par... En fait, ils sont 10. Donc il y a moi, 10 droits. Moi, j'ai fait un petit résumé pour expliquer aux téléspectateurs. Donc, le premier, c'est le droit à la non-discrimination. Les enfants ont le droit d'être traités de manière équitable, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'origine sociale, d'handicap ou de toute autre situation. Malheureusement, c'est parce qu'on est en train de voir en Palestine. Droit à la vie, à la survie et au développement. Les États s'engagent, écoutez bien, s'engagent à assurer la survie et le développement de l'enfant dans la mesure du possible. Et là, je me suis dit, où sont passés les États qui se sont engagés? Droit à la protection contre la violence, les abus et la négligence. Les enfants ont le droit d'être protégés de toute forme de violence, de mauvais traitements, d'exploitation ou de négligence. Est-ce que les enfants palestiniens sont protégés en ce moment? Non, ce n'est pas le cas, on le voit malheureusement tous les jours. Tous les jours, on insiste et on voit ça tous les jours, exactement. Ceux qui sont en train de vivre en ce moment. C'est invivable, tout simplement. En fait, je me demande s'ils sont en train de vivre ou de survivre. Droit à l'expression et à la participation. Les enfants ont le droit d'exprimer leur opinion et d'être entendus dans toutes les décisions qui les concernent. Et Dieu seul sait, depuis quelques jours, les enfants palestiniens n'arrêtent pas de crier partout. Là où il y a une caméra, ils s'expriment, ils essaient de nous transmettre des messages. Mais est-ce qu'ils sont écoutés et entendus? Malheureusement, non. Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Les enfants ont le droit de choisir et de pratiquer leur religion sous réserve du respect des droits et des libertés d'autrui. Malheureusement, on a vu des vidéos où des enfants faisaient leurs prières et ils ont été abattus. C'est triste. Droit à la santé. Celle-là, franchement et sincèrement, après le bombardement de l'hôpital qu'il y a eu il y a quelques jours, la semaine dernière, voilà, les enfants ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible et d'accéder aux soins médicaux. Sachant qu'en ce moment, on leur a coupé l'électricité et l'eau aussi, ils ne reçoivent plus d'aide pour les premiers soins. Et ça, c'est malheureux. Et là encore, droit à l'éducation. Donc les enfants ont le droit à une éducation gratuite et obligatoire visant à favoriser leur plein épanouissement, alors qu'on a bombardé leurs écoles. Comment ils vont s'épanouir, ces enfants palestiniens, aujourd'hui? Comment ils vont se construire, ces enfants palestiniens, aujourd'hui? Droit à la protection en cas de conflit armé. Sincèrement, on a créé ça en 89. Regardez ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en 2023. Les enfants doivent être protégés des effets des conflits armés. Est-ce que une des nations qui a voté à essayer de protéger ou de dire on voit surtout que la première cible est les enfants, justement. C'est la première cible, malheureusement, et c'est les enfants et les femmes qui sont la première cible aujourd'hui. Et c'est triste de voir aussi le décompte qui est affolant, effrayant. Exactement. En fait, c'est vraiment effrayant. J'ai essayé de vérifier les chiffres hier en après-midi, et en se réveillant ce matin, j'ai trouvé, en fait, concernant les enfants, ça s'est amplifié. Et c'est triste et ça fait vraiment peur. Droit à la protection contre l'exploitation économique et le travail des enfants. Malheureusement, quand on a vu auparavant, les enfants se faisaient prendre de force de chez leurs parents pour les exploiter, pour aller travailler. Donc les enfants ont le droit d'être protégés contre l'exploitation économique et les travaux dangereux. Droit à la vie familiale. Les enfants ont le droit de grandir dans un environnement familial sûr et aimant, sauf s'il est contraire à leur intérêt supérieur. Comment ils vont vivre dans une famille si on a assassiné toute leur famille?
Donc aucun C'est membre de sa malheureusement le cas, famille. oui. Et on trouve des enfants Qui se retrouvent du jour au lendemain sans parents. Exactement. Droit à une vie sans privation. Les enfants ont droit à un niveau de vie suffisant pour leur développement physique, mental, spirituel et moral. Est-ce que ces enfants palestiniens, ils ont ce droit? Non, malheureusement. Donc, comment ils vont grandir? Comment ils vont se développer mentalement et physiquement? C'est la question qu'il faudra se poser. Oui, les répercussions psychologiques sont aussi, vont être lourdes aussi. Oui. On en parle souvent dans l'émission, mais ce qu'ils vivent en ce moment, et on va dire, on n'a jamais vu de telles atrocités auparavant. Et les répercussions psychologiques risquent d'être très lourdes aussi pour les enfants, pour ceux qui survivent en tout cas. Exactement. Déjà, nous, on est vraiment loin. Et quand on parle, On a beaucoup de mal. Voilà, on a beaucoup de mal à parler, à regarder, à voir et à se mettre dans leur situation. On se dit, mis à part prier et dire un peu ma'ahum, sincèrement, on se sent... En fait, moi personnellement, je me sens impuissante face à ce qui se passe en ce moment. On peut prier, on peut sensibiliser, on peut en parler aujourd'hui. Oui. On est là justement pour parler de Palestine, pour parler des enfants, on peut parler de Palestine en parlant de leurs coutumes, en parlant de leur culture. C'est ça aussi, c'est de dire qui sont-ils, que vivent-ils, d'où viennent-ils. Tout ça, on peut le dire dans l'émission. Ma famille, ma vie, en tout cas, on va les accompagner pendant toute cette période. On va en parler à chaque fois dans les rubriques, dans Ma famille, ma vie. On va vous raconter un peu la culture, on va parler de poésie, on va parler de chant, on va parler de tradition culinaire, peut-être de tenue tradition. Oui. Voilà, pour dire qu'ils ont une identité. Et c'est leur identité, il ne faut pas justement leur prendre. Et c'est leur pays aussi, il faut vraiment ça. Parce qu'il faut savoir que si on ne communique pas aujourd'hui, certaines personnes ne connaissent pas l'histoire et l'historique, donc il y a un doute qui s'installe en eux. Mais par contre, si nous, aujourd'hui, on joue le rôle de l'information, on va les informer, et même à travers les réseaux sociaux, il faut savoir que c'est très important de partager ce genre d'informations, d'aller commenter, de laisser des commentaires. On s'en fout aujourd'hui si on va nous bloquer à nos réseaux sociaux. Le mohim, c'est que le plus important, c'est qu'au moins... On fasse passer le message. J'ai passé le message tout simplement. Donc malheureusement, après tout ce que je viens de citer ici, depuis quelques jours, les enfants palestiniens font face à une situation qui est vraiment particulière. Ils vivent un cauchemar, ou dois-je dire, ils survivent dans des conditions extrêmement difficiles, exposés à la violence, la privation et la perte de leurs proches. Voilà. C'est triste de savoir qu'il y a des lois qui les protègent, mais que ces lois ne sont pas... sont bafouées. Exactement. Tout simplement. En tout cas, notre soutien, il va à nos frères, à nos sœurs, au peuple palestinien, au peuple frère palestinien. On pense très fort à eux, on prie pour eux et on est là justement pour parler d'eux, pour parler de leur culture, pour parler de leur tradition. Et on est là pour les soutenir en tout cas dans l'émission Ma famille, ma vie, dans la télévision algérienne, toute la télévision algérienne, Canal Algérie. En tout cas, on a adapté nos programmes justement pour les soutenir et pour être à leur côté. Voilà. Merci. Avec plaisir. Merci Wahida. Merci pour ton partage. On reviendra demain aussi WeShare dans WeShare. On va continuer à faire spécial Palestine. On va beaucoup apprendre ensemble. Alors, je voulais revenir une dernière fois sur les UDS, unités de soins et de dépistage. On a parlé des droits des enfants, de la santé, de tous ces droits-là, du côté psychologique justement qui est très important, qu'il faut prendre en charge chez les tout-petits. Et est-ce que, par exemple, est-ce qu'il est prévu de faire peut-être de la sensibilisation par rapport à tout ce qui se passe? Je pense que les enfants sont au courant aussi et que les enseignants aussi sensibilisent, que les enseignants aussi parlent d'histoire, parlent de ce qui se passe. Est-ce qu'il est prévu des séances avec des psychologues concernant ce qui se passe aujourd'hui à Gaza pour que les enfants puissent exprimer ce qu'ils pensent et répondre à leurs questionnements, par exemple? Oui. Au fait, la santé scolaire, côté éducatif, a toujours répondu à les sujets actuels. Comme s'il y avait le Covid, on a sensibilisé pour le Covid. Là, c'est-à-dire qu'on répond à chaque fois à l'actualité. Maintenant, puisque les enfants regardent les vidéos, ils sont traumatisés, ils posent des questions, il faut les sensibiliser par rapport à ça. Oui.
Il faut les sensibiliser, il faut aussi sensibiliser les parents pour leur dire qu'il ne faut pas laisser un portable dans les mains d'un enfant. Oui. Parce que c'est des images aussi assez choquantes, assez violentes qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les enfants n'ont pas à voir ça. Exactement. On peut les sensibiliser et on peut en parler avec eux, dire ce qui est en train de se passer, que c'est injuste ce qui est en train de se passer, raconter l'histoire. Par exemple, en faisant le rituel du soir. Le rituel du soir, c'est de raconter une histoire avant de dormir, après le brossage des dents, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et prendre un moment avec ses enfants et discuter à bâton rompu de tout ce qui se passe, leur demander ce qui les chiffonne, ce qui les perturbe peut-être, et essayer de leur donner des réponses. Il faut sensibiliser les parents aussi par rapport à ça, qu'il faut communiquer, mais pas forcément leur donner le téléphone. Oui. Oui. Il est important de ne pas donner les écrans aux enfants parce que les écrans contiennent un rayonnement bleu c'est-à-dire qui affecte l'acuité visuelle et dans les cas de baisse d'acuité importante, donc il est important de communiquer. On n'a plus de communication avec nos familles, nos enfants. Exactement. C'est-à-dire On est plus sur les téléphones. il n'y a que les téléphones. Il faut communiquer, il faut parler. Parfois, quand on parle, on trouve des problèmes. On trouve, c'est-à-dire, on aide, même l'enfant, il est rassuré. Il faut rassurer. Il faut rassurer les enfants. C'est très important de rassurer les enfants. Merci encore, docteur Sabah Abada. Vous êtes généraliste et chargé du programme de santé scolaire au niveau du ministère de la Santé. Merci encore. Merci à vous. Merci. Merci Wahida. Rendez-vous demain à Inch'Allah. 10h30 sur Canal Algérie, bien sûr, avec votre émission Ma famille, ma vie, en direct. Bonne journée à vous avec le reste des programmes de Canal Algérie. Et bien sûr, notre soutien va tout droit à nos frères et sœurs palestiniens qui souffrent en ce moment. Au revoir.